Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un maître composteur, Jean-Yves Brocker, qui est en fait le représentant de la Maison du Compost. On est très curieux, et intéressé donc par ce qu'il va nous dire, puisque vous êtes, si vous êtes là, c'est pas un hasard. Vous êtes intéressé, je pense, par l'agriculture urbaine, l'écoculture. Donc il reste quelque chose d'assez mystérieux, puisqu'on sait qu'il faut 1 hectare pour une vache, c'est très dur à trouver en ville, autant pour des céréales. On sait qu'il faut des humus un peu particuliers. Bon. Donc en fait, on aura peut-être quelques éléments, des bribes d'informations sur ce puzzle qui consiste à promouvoir une production maraîchère de fleurs ou de légumes en ville. Et donc on va, Jean-Yves a une demi-heure, 3/4 d'heure, je ne sais pas comment il va procéder, c'est aussi la première fois que j'assiste à la conférence. On aura sûrement un bon moment pour débattre, poser des questions. Donc vous pourrez lui poser toutes les questions qui vous intéressent sur la spatialisation des phénomènes qu'il va nous montrer là dans l'immédiat. Donc je lui passe la parole, Jean-Yves Brocker. Ok, merci. Ouais, ok. A priori, ça c'est bon au niveau de la parole, c'est pas la peine de... Bien, donc déjà merci d'être là, d'être venu. Moi, en fait, c'est moi-même qui ai sollicité en fait cette intervention. Personne ne m'y a invité au départ. Il se trouve que j'ai une formation d'éco-conseiller, une formation sur le tard d'éco-conseiller, et donc c'est une de mes anciennes collègues de promotion, Lise Anson, qui travaille ici. Voilà, je l'ai donc sollicité, je lui demander. Parce que l'idée, c'est qu'en fait, donc, moi j'ai créé une association donc, avec ma collègue. Ici, j'ai laissé quelques cartes, d'ailleurs, vous avez les coordonnées si ça vous intéresse après. Donc, on a créé une association qui s'appelle la Maison du Compost pour promouvoir justement la pratique du compostage. Et donc, depuis maintenant 2010, on accompagne beaucoup de collectifs, donc des gens qui habitent dans les collectifs et qui souhaitent composter leurs déchets. Et donc, on accompagne ces projets-là depuis donc, quelques années. Et on s'est rendu compte, voilà, au fur et à mesure qu'en fait, dans les projets architecturaux, la pratique du compostage n'était jamais prévue. On a vu dans tous les endroits où on est allé, on n'a jamais vu de site de compostage qui était déjà préinstallé. Donc nous qui avons vu, à un moment ou à un autre, les installer, trouver le bon endroit, etc. Et voilà, et je me disais que c'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de compostage actuellement, mais même dans les nouveaux projets là, qui sont prévus, à ma connaissance, en tout cas, le site de compostage n'est jamais introduit. Donc voilà, je dis qu'en fait, c'était peut-être bien d'aller voir directement à la source, d'aller voir ceux qui, demain, vont créer peut-être des logements de Strasbourgeois, d'aller les sensibiliser là-dessus pour que peut-être vous puissiez, par la suite, créer des plans qui intègrent directement le site de compostage. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'idée. Voilà, alors moi j'ai fait un petit diaporama. Comme Samuel disait, c'est une première. Voilà, donc j'ai toutes les chances effectivement de passer à côté, de me tromper, de ne pas faire bien. Mais voilà, on verra bien et par la suite, vous pouvez aussi me dire peut-être ce qui serait peut-être à améliorer dans ce type de présentation. Voilà, c'est un essai, quoi. Je démarre régulièrement, ça c'est une présentation avec les bocaux, moi je me déplace souvent avec les petits bocaux. C'est juste, voilà, pour montrer un petit peu physiquement qu'est-ce que c'est. Donc quand on intervient, c'est dans le milieu scolaire, donc j'ai une petite affiche, je marque la magie du compost. La magie, c'est en fait la transformation des déchets, ça c'est tous les déchets qui viennent plutôt de la cuisine, quoi, tout ce qui est des restes de préparation de repas notamment. Donc là-dedans, ça vient de chez moi, il y a des agrumes, il y a du citron, il y a de l'œuf, il y a de la salade, il y a du melon, il y a de l'ail, il y a de l'oignon, il y a tous ces trucs-là. Voilà, dans ce grand bocal-là. Ici, un bocal un peu plus petit, on va plutôt trouver les déchets qui vont venir du jardin. On a des feuilles, de l'herbe séchée, du bois broyé, en gros. Voilà, ce type de matière qu'on trouve. Et puis, la transformation de ces deux matières-là, donc on va les mélanger, on va les transformer. Et en quelques mois, donc ça produit du compost. Ça, c'est du compost qui est produit à partir de ces déchets-là. Voilà, ici, je vous en ai ramené un seau plein de compost.
vous connaissez, mais voilà, je laisse circuler. Ça, c'est produit dans un collectif d'immeubles, donc il y a une soixantaine de personnes qui ramènent régulièrement leurs déchets, et en quelques mois, sans qu'on ait beaucoup de choses à faire, on aboutit à cette matière-là qui est un excellent fertilisant. L'idée, c'est quand même de dire, bon, ces déchets-là, c'est composé à 80% d'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens mettent ça dans une poubelle, c'est transporté par des camions pour aller à l'incinération. C'est-à-dire qu'on brûle de l'eau. On a besoin d'énergie pour détruire cette matière-là, qu'on peut valoriser comme le seau là, qui est en train de circuler. Donc on peut valoriser cette matière chez soi sans aucun déplacement. Voilà. Donc c'est un enjeu à la fois écologique évident, mais ce n'est pas seulement un enjeu écologique, c'est un enjeu économique. Et on est au cœur de ce qu'on appelle, évidemment, on est un petit peu galvaudé souvent, mais c'est quand même une notion intéressante de l'action de développement durable. Parce que vraiment, dans la pratique du compostage, on dit vraiment la sphère économique, écologique et sociale. C'est-à-dire que le site de compostage est aussi un espace de rencontre. Et à l'inverse de ce qui se passe quand on amène sa poubelle dans un sac noir et on l'amène en catimini dans une autre poubelle pour qu'elle soit emmenée à l'incinérateur, dans le compostage, on amène son déchet dans un site collectif et on le partage en fait avec les autres et on se réapproprie la matière. Le déchet, je dirais tout à l'heure, juridiquement, la définition du déchet, c'est ce qu'on abandonne. C'est comme ça qu'on définit un déchet. Et en fait, dans la pratique du compostage, en fait, on se réapproprie justement ce déchet pour le transformer. Donc voilà, je commence par ça. Ce n'est pas d'ailleurs un tableau de Chagall, mais c'est une reproduction. Je reviendrai tout à l'heure sur l'utilisation de Chagall par rapport au compostage. Bon voilà, là les chemins du compost passent au col d'Archie. Donc la maison du compost, bon, j'en ai déjà dit deux mots, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Voilà, c'est juste deux, trois petites choses comme ça que l'on fait dans le cadre de cette association. Donc on travaille beaucoup sur l'Alsace du Nord, donc on accompagne des scolaires, on réalise des ateliers, on forme des gens, on fait des conférences, on travaille beaucoup sur la question du gaspillage alimentaire, parce que évidemment le compostage c'est intéressant, mais le meilleur déchet c'est celui qui n'est pas produit. D'abord on travaille en amont pour essayer de limiter la production de déchets. Et puis on travaille également sur des documents de communication. Ça, c'est ce qu'on fait plutôt sur l'Eurométropole. Donc, on fait des ateliers de compostage une fois par mois à peu près. Et puis, on accompagne les collectifs. Sur Cronenbourg, Schiltigheim, Nicholson, Lenheim, etc., dans différentes institutions. Et une des dernières institutions qu'on accompagne, parce que c'est vraiment, je pense que c'est sans doute le plus gros site de compostage, peut-être même alsacien, enfin, je ne sais pas, c'est à voir, mais c'est sur la maison d'arrêt de Strasbourg. Donc, on composte tous les déchets qui sont produits par les détenus et par les personnes qui travaillent à la maison d'arrêt. C'est un très gros site, il y a actuellement 36 mètres cubes de bacs qui sont installés et on composte à peu près 1 tonne de déchets par semaine. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut composter de très gros volumes, on peut valoriser en tous les cas de très gros volumes de déchets. Ça, c'est un petit peu le plan de la présentation. Donc, voilà, différents points. C'est le point de vue qui crée l'objet. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Mais voilà, premier point, le compostage, pourquoi en parler? Enfin, c'est-à-dire que c'est la question des déchets, évidemment, qui se pose. Ce que parler veut dire, c'est on va essayer je vous ai expliqué un petit peu la pratique du compostage, comment ça marche, mais on ne va pas non plus s'éterniser là-dessus parce que c'est pas l'objet. Donc l'esprit des lois, l'aspect réglementaire, il y a quelques petits points à connaître. Et puis je vous présenterai également le dispositif de l'Eurométropole, puisqu'il y a un dispositif spécifique qui a été mis en place pour favoriser la pratique du compostage. Et puis s'il y a des questions, il ne faudra pas hésiter. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à m'interrompre pendant la présentation. Si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Voilà. Bon, juste pour préciser qu'on fait notre assemblée générale prochainement, c'est-à-dire le 1er juin, donc vous êtes tous cordialement invités à cette assemblée générale. Ça va se dérouler sur un site de compostage, justement dans une EHPAD, enfin dans une maison de retraite, où on composte là aussi tous les déchets. Voilà, c'est la maison de retraite d'Emmaüs à Königshofen, donc le 1er juin à partir de 17h30. Vous êtes
cordialement invités. Il y aura normalement à boire et à manger. Donc voilà, si ça vous intéresse, de visiter également ce site, venez sans problème. C'est le point de vue qui crée l'objet. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation. Moi, je trouve que c'est une citation intéressante. De toute façon, dès qu'on démarre quelque chose, n'importe quel travail, à la limite, je trouve que c'est toujours la question qu'on devrait se poser. C'est une citation de Ferdinand de Saussure. Donc, Ferdinand de Saussure, c'est un des pères fondateurs de la linguistique. Et je trouve que c'est toujours intéressant de s'interroger sur la position que l'on occupe par rapport à l'objet que l'on veut regarder ou que l'on veut créer. Et c'est toujours intéressant d'interroger, en fait, le point de vue que l'on occupe là-dessus. Alors moi, je vais adopter ici le point de vue du maître composteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pratique du compostage. Mais on pourrait imaginer, par exemple, ça c'est une carte. Je n'ai pas mis beaucoup de détails. Peut-être que c'est une carte qui représente, je ne sais pas, les chantiers en cours sur Strasbourg. Ça serait légitime qu'on le passe ici, puisqu'on est dans une école d'archi. Ça pourrait être, si on est dans un autre cadre, je ne sais pas, moi, la liste des restaurants. Voilà. En l'occurrence, évidemment, puisque c'est moi qui l'ai faite, c'est la liste des sites de compostage actuellement recensés, des sites de compostage actifs sur l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, en tout cas, moi, je vous invite à retenir cette citation de Ferdinand de Saussure. C'est le point de vue qui crée l'objet. Quand vous allez créer des objets, toujours maîtriser le rapport qu'on entretient avec lui. Et savoir ce que l'objet doit, au point de vue à partir duquel on le regarde ou à partir duquel on va le créer. C'est très important, me semble-t-il. Je vais revenir là sur j'ai évoqué tout à l'heure Chagall. Bon, voilà, c'est un clin d'œil, la chagalisation du monde. En fait, Chagall, bon, voilà, c'était un peintre qui mettait tout dans le ciel, quoi. Un type un peu rêveur, comme ça. Moi, j'aime bien Chagall, enfin, j'aime bien les couleurs chez Chagall. Sa peinture un peu moins, mais n'empêche que voilà, il avait tendance à tout mettre dans le ciel. Et en fait, nous, c'est un peu ce qu'on fait, quoi. Tout ce qu'on consomme, la plupart des choses qu'on consomme, le pain, voilà, la viande, les légumes, etc., le papier également, tout ça, en gros, ça vient de la terre, quoi. Ça vient de la terre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent, etc., pour produire, en fait, tout ça. Ensuite, on va l'acheter, on le consomme, etc. Et puis, il y a des déchets. Donc, les déchets, on va les trier, on les trie plutôt de plus en plus. Et puis, comme on l'a déjà vu, après les déchets, on va soit les incinérer, soit les enfouir. C'est les deux grands systèmes en France. C'est à peu près équivalent à 50-50. On incinère autant qu'on enfouit. Voilà, donc ça, c'est un peu le système. Ça veut dire que, en fait, tous ces déchets-là, on les envoie en l'air, quoi. C'est pour ça que je disais qu'on fait comme Chagall. Comme Chagall, il mettait tout dans le ciel. Ben nous, c'est pareil, quoi. C'est quand on fait brûler, tout ça, voilà, on le fait disparaître, on le fait monter en l'air. Alors, un jour ou l'autre, ça redescendra sur Terre, mais ça va prendre énormément de temps avant que ça revienne sur Terre. Donc, ça veut dire que la Terre, pour continuer à produire ce dont on a besoin, le pain, le papier, voilà, la viande, les fruits, les légumes, etc., si on ne lui redonne pas les éléments, on est obligé d'amener des intrants chimiques. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle voilà, les nouveaux paysans. À quoi ça ressemble, les nouveaux paysans? Ça, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de mettre des engrais pour que la terre continue à produire ce dont on a besoin. Donc, c'est quand même quelque chose de relativement absurde. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est le retour à la terre. C'est-à-dire que le déchet, au lieu de le volatiliser, de le mettre dans l'air, on le remet directement sur la terre, de manière à ce que la terre continue à produire ce dont on a besoin. Et aussi, on interroge, c'est la première démarche, son mode de consommation. Tout à l'heure, on voyait les gens dans les supermarchés avec les caddies. Bon, avoir un plus petit panier et consommer ce dont on a besoin, ça suffit largement. Donc voilà, c'est aussi ça, l'idée du compostage, c'est vraiment le retour à la terre. Mais pas dans le sens écolo-bobo. Ça, c'est quelques chiffres, juste pour montrer un petit peu la quantité de déchets que l'on produit. Donc, voilà, il faut retenir simplement qu'en gros, chaque personne, ici, en France, et en règle générale, la moyenne, c'est entre 1,5 kg et 1,3 kg de déchets par jour et par personne. Donc, chacun de nous, on produit un peu plus d'1 kg de déchets par jour et par personne. Directement ou induit avec... Non, directement. Ça, c'est vraiment les déchets ménagers. La poubelle à la maison. Voilà. C'est pas que la poubelle de la maison, c'est-à-dire c'est aussi, par exemple, ce qu'on amène en déchetterie et ce qu'on amène dans les bacs de tri.
mais c'est quand même uniquement les déchets ménagers, quoi. Hein, c'est pas les autres déchets qui seraient produits en dehors de la sphère ménagère. Donc c'est à peu près voilà, 1 kg, 1,5 kg par jour et par personne. Ici, vous avez, c'est un centre d'enfouissement à Witzenbach, c'est pas très loin d'ici. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le déchet, juridiquement, c'est ce que l'on abandonne. Voilà. Donc on balance tout ça et puis débrouillez-vous, quoi. Donc ces déchets sont d'abord mis en tas pour ensuite être enfouis, avec production éventuellement de gaz qui est récupéré, mais pas toujours. Par exemple, à Witzenbach, il n'est même pas, pour le moment, pas récupéré. On le brûle simplement, quoi, pour des raisons de sécurité, mais on ne fait rien d'autre avec. Voilà, et donc ici, il y a deux petits bonshommes, c'est juste pour vous montrer un petit peu la masse de déchets, en sachant que Witzenbach, c'est vraiment pas un gros centre. Voilà, maintenant je vais passer rapidement sur le compost, comment ça marche. Le compostage, c'est la transformation biologique de la matière organique. Et le compost, ben, c'est le produit de ce compostage. Voilà, très rapidement, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'organismes qui vont intervenir pour transformer les matières. Les principaux organismes, on ne les voit pas, hein, sont les bactéries, les actinomycètes et champignons. Voilà, c'est eux, en fait, qui font le gros du boulot dans le compostage. Hein. C'est eux qui vont transformer les matières. Les bactéries interviennent tout au long du processus, les actinomycètes plutôt quand la température est en train de redescendre un peu, et les champignons interviennent, ils travaillent jusqu'à 30 degrés à peu près au-delà, après ils disparaissent. Les actinomycètes, donc c'est un peu ce qu'on appelle une bactérie filamenteuse. C'est intéressant parce que elle travaille beaucoup les matières plus ligneuses, le bois, les feuilles, etc. Et c'est ce qui donne aussi l'odeur au compost, l'odeur particulière d'humus. Et parfois dans les composts, dans les gros tas de compost, quand on les remue, on a l'impression que le compost a brûlé. En fait, c'est pas brûlé, mais c'est justement les actinomycètes, c'est les filaments de ces actinomycètes. Et puis il y a d'autres organismes comme ça que l'on devine lorsqu'on ouvre un bac à compost. On voit un certain nombre de petits organismes. Donc les principaux sont les colamboles, des amphitrides, des acariens. Enfin voilà, vous avez toute une liste comme ça de petits animaux qui vont ensuite transformer les matières. Les vers de terre, c'est l'animal emblématique du compost, mais le ver de terre, en fait, n'intervient qu'en fin de processus. Hein, c'est-à-dire le processus global, il va durer le temps d'une grossesse à peu près. C'est-à-dire, hein, c'est à peu près 9 mois pour obtenir du compost. Mais le ver de terre va intervenir à peu près dans les 3 derniers mois, quand la température a baissé. Voilà. Donc, c'est un animal important, c'est important qu'il y en ait. Mais on peut tout à fait composter sans ver de terre, c'est pas complètement indispensable, mais c'est bien quand même qu'il intervienne. Juste 2 mots sur le ver de terre. Savoir que c'est la masse animale la plus importante sur Terre, c'est de très loin. Souvent on méconnaît les vers de terre, c'est un animal, évidemment, personne ne s'en préoccupe beaucoup. Il faut quand même savoir ça, c'est la masse animale la plus importante sur Terre et de très loin. On estime que c'est à peu près 70% de la biomasse totale. C'est-à-dire que sur 1 hectare de terre en moyenne en France, vous avez à peu près 1,2 tonne de verre. L'équivalent, par exemple, en poids d'êtres humains, c'est 60 kg. La densité moyenne en France, c'est ça, quoi. Donc 1,2 tonne de verre, 60 kg d'êtres humains. 1,2 tonne de verre, à peu près 1 kg d'oiseaux. 60 kg d'insectes. Vous voyez le rapport, quoi. Donc c'est une masse absolument considérable et c'est eux qui constituent une grande partie en tous les cas, qui vont constituer une grande partie de nos paysages. Voilà. Donc, des animaux à respecter. Quand on coupe un ver de terre en 2, ça ne fait pas 2 vers de terre, hein, ça fait 2 cadavres de ver. C'est-à-dire qu'il a la capacité, comme le lézard, de recomposer une partie de sa queue, de son anus ou bien de sa tête, mais si on le coupe au milieu, il meurt. Voilà. Ce sont des animaux, donc comme je dis, après je m'arrête là-dessus, mais qui ont, par exemple, un mode de reproduction extrêmement sophistiqué, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont réglé bien des problèmes qui se posent encore à nous. Ils sont hermaphrodites et en fait ils changent de sexe en fonction de la taille et de leur poids. Et c'est en fait un accouplement homosexuel qui va produire une descendance. Voilà, ils y arrivent. C'est 2 mâles en fait qui s'accouplent, hein. C'est-à-dire quand ils sont petits ils sont mâles, donc 2 mâles qui s'accouplent. Ils vont s'échanger de sperme, ils se séparent, ils grandissent, deviennent femelles, fabriquent l'ovule, et ensuite ils vont fabriquer un petit cocon qui va descendre le long du corps, et voilà, qui vont déposer, et qui leur va assurer leur descendance.
Donc même si les adultes sont confrontés à des situations difficiles, s'il fait froid, s'ils n'ont plus rien à manger, ils meurent, mais des cocons vont résister. Voilà, j'en ai terminé sur les vers de terre, mais donc des animaux très importants, en masse et en efficacité. Tous ces organismes-là, des bactéries jusqu'aux vers de terre, ont besoin de deux choses absolument essentielles. Ils ont besoin d'oxygène, ils ont besoin d'eau. Deux éléments. S'il n'y a pas d'oxygène, s'il n'y a pas d'eau, ça ne marche pas, on ne peut pas composter. Évidemment, il faut leur amener de la nourriture, mais ça, en général, ils se débrouillent. Et puis, dans le cadre de compostage, donc en pied d'immeuble, dans l'accompagnement, il faut un petit peu d'attention pour mener le processus à son terme. La règle qu'il faut absolument observer, donc par la suite aussi dans la conception même des sites, c'est qu'il faut toujours mélanger ces matières-là, qui sont chargées en eau et en azote, avec des matières plutôt chargées en carbone. Donc l'idée avec ces bocaux de tailles différentes, en gros, c'est de dire 2/3 de ces matières-là, 1/3 de ces matières-là. À chaque apport, voilà, il faut ramener 1/3 de matière carbonée par rapport aux matières azotées. Donc il faut le prévoir aussi dans les sites, c'est-à-dire un endroit où on va stocker la matière carbonée. Donc ça, c'est la règle fondamentale. Toujours associer les matières azotées et les matières carbonées. Ce qui fait qu'on n'a pas de problème, par exemple, d'odeur. Souvent, le problème qui se pose quand on accompagne des collectifs, c'est de dire, bon, ça pue. Le compost, ça pue. Le compost, ça ne sent pas mauvais. Un compost qui pue, c'est qu'il est mal foutu, mais sinon, ça ne sent pas mauvais. Et c'est absolument vrai. Enfin, je ne suis pas en train de raconter des histoires. Ça sent éventuellement à un certain moment où on va retourner les bacs, mais ça, on le fait une fois tous les 2 mois et ça dure un quart d'heure, donc c'est vraiment pas gênant. Mais sinon, au quotidien, si on mélange les deux matières, ça ne sent pas mauvais. Premier constat, souvent c'est ça, les gens disent ça pue, donc c'est faux, ça ne pue pas. Et ensuite, ça ramène des bestioles, les rats. Alors, ça peut attirer éventuellement des souris ou des rats, mais en général, les rongeurs sont déjà installés. Ce n'est pas le compost qui va les attirer. Et puis, il y a des systèmes très simples pour éviter. Déjà, si on remue régulièrement son bac, les rongeurs ne vont pas s'y installer. Et puis, on peut installer des grilles au fond des bacs, de manière à ce que les rongeurs ne rentrent pas dans le bac. Donc, c'est une manière très simple de régler le problème. Et donc, on le voit ici, même si l'image n'est pas très nette, mais au fond de ce bac, en haut, il y a une grille qui est installée, donc les rongeurs ne peuvent pas y accéder. Non, ça c'est pas bon. Non, tac, tac. Je reviens largement en arrière. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon. Ok, j'en étais là. Donc là, on va aborder très rapidement les choses qu'on peut composter, ce qu'il faut éviter de composter. En gros, tout ce qui est végétal se composte. Il n'y a aucune restriction. Souvent, on entend dire on ne va pas mettre les agrumes, parce que je ne sais pas quoi, c'est acide, bien le pamplemousse parce qu'il y a des huiles essentielles, machin. Voilà, on s'en tape. Je veux dire, tout ça, ça se composte, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Tout ce qui est végétal, il n'y a aucune restriction, on peut tout mettre. Donc le marc de café, les filtres à café, les sachets de thé avec la ficelle, le carton, l'agrafe, tout ça, ça se composte. Dans le seau qui a circulé, il y a plein de sachets de thé, on ne les retrouve plus. Des bouquets de fleurs fanées, coquilles d'œufs écrasées, coquilles d'œufs, quand vous cassez un œuf, au lieu de le broyer tout de suite pour le réduire, vous le laissez sécher une journée, vous le broyez et ça se broie ensuite beaucoup mieux. Enfin, toutes ces matières-là, voilà, tout ce qui est végétal, de toute façon, il n'y a aucun problème, même ce qui est cuit. S'il vous reste des pâtes, du riz, s'il vous reste des carottes, je sais pas quoi, des pommes de terre qui ont traîné au frigo, vous pouvez les manger. Ça se composte sans aucun problème. Après, il y a tous les déchets qui viennent du jardin, donc les feuilles mortes, les tailles de haie, les tontes de gazon, l'herbe, les cheveux, les ongles, enfin ça ne vient pas forcément du jardin. Mais le papier carton, on peut aussi en mettre, c'est pas l'endroit principal où on va traiter le papier et le carton, parce qu'il y a des endroits spécifiques pour valoriser le papier et le carton, mais on peut en mettre un petit peu, c'est fait avec du carbone. La plupart des encres aujourd'hui sont végétales, notamment dans les journaux. Alors il vaut mieux prendre des journaux style DNA par exemple, parce qu'ils utilisent des encres végétales. En revanche, les gratuits, il vaut mieux éviter, parce que c'est un autre mode d'impression.
Voilà. En tout cas, le journal classique, on peut le composter sans problème, mais c'est vraiment juste la feuille du journal qu'on va mettre au fond du seau, sinon il y a d'autres endroits pour valoriser le papier. Donc voilà, on peut composter tout ce qui est végétal sans aucune restriction. Ce qu'on évite traditionnellement, c'est la viande, le poisson, les produits laitiers, les coquillages style moule, huître, parce que ça met énormément de temps à se dégrader, même si techniquement, en fait, voilà, c'est du calcaire, c'est du calcium, hein, l'huître et la moule, donc il n'y aurait pas de problème pour le composter. Mais voilà, on évite pour des raisons surtout esthétiques. Dans les déchets de jardin, on va éviter les mauvaises herbes qui sont montées en graines, les tailles de conifères et de thuyas. Voilà, alors je ne sais pas, vous n'êtes pas paysagiste, mais si, voilà, si un jour vous deviez intervenir là-dedans, surtout éviter par exemple, de planter des thuyas dans les jardins. On a des haies de thuyas, c'est un arbre qui, il n'y a rien qui pousse, c'est un antigerminatif, en tout cas il n'y a absolument plus rien qui pousse, donc il faut absolument éviter ça. En plus les oiseaux ne vont pas nicher dans les tuyas, voilà, ce sont des murs végétaux très efficaces. Mais voilà, ça n'a pas sinon d'autres intérêts. Donc il faut éviter. Les excréments de chiens et de chats, ça pourrait aussi se composter, mais on ne le fait pas, en tout cas on ne le mélange pas avec les autres déchets, parce que le compostage des excréments, ça prend un peu plus de temps. Donc voilà, on évite de les mélanger. La suie de cheminée, non. En revanche, les cendres de cheminée, ça on peut le faire. Tout ce qui est papier glacé, les magazines, etc., on évite également. Et évidemment, les choses plus classiques comme le plâtre, les cailloux, bon voilà, on ne composte pas ce genre de choses. Voilà, ça c'est dans les schémas traditionnels, c'est ce qu'on met en place dans les collectifs qu'on accompagne, les collectifs traditionnels en pied d'immeuble. Voilà, alors maintenant je vais dire l'inverse de ce que je viens de montrer, c'est qu'en fait, en gros, on peut tout composter, y compris la viande, le poisson, les os, les arêtes, etc., etc. Simplement, on prend un peu plus de précautions. Donc ça, voilà, ici, c'est une photo d'un bac de compost à la maison d'arrêt. Puisque là, on ne s'embête pas. Tout ce qui vient des restes de la cuisine, tout ce qui vient des restes d'assiettes, tout est balancé. Y compris donc la viande, le poisson, les os, les gros bacs de sauce, tout ce qui reste, la vinaigrette, tout ça, il n'y a aucun problème. Et ça se composte sans problème. En 4 mois, vous ne reconnaissez plus le morceau de viande. Voilà. Tout ça, ça disparaît. C'est de la matière organique. Donc il y a, voilà. Simplement, ça demande un peu plus de précaution. Ce qui pose le plus de problèmes, en fait, c'est le pain. Parce que voilà, les gros morceaux de pain, ça met très longtemps en fait, à se dégrader, beaucoup plus longtemps que la viande. Donc il faut essayer de le réduire. Hein. Plus on va réduire les matières, de toute façon, plus ça ira vite. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'une fois que vous aurez bien maîtrisé, puisque je ne doute pas que vous alliez maintenant composter, commencez par le végétal, voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple à mettre en œuvre, mais une fois qu'on a bien compris le truc, on peut tout composter, il n'y a aucun problème. Et je disais souvent, alors vous savez, il y a les formules dans les engrais, hein, le NPK, l'azote, le phosphore et la potasse. Et en général, ce qui manque, justement, c'est le phosphore. C'est la difficulté de ramener du phosphore dans la terre. Et en fait, le phosphore, il est justement dans ces matières que traditionnellement on ne composte pas, à savoir les os, la viande, les arêtes de poisson, etc. Donc c'est intéressant de récupérer justement ces matières-là pour ramener le phosphore au niveau de la terre. Parce qu'il y a un vrai déficit en phosphore. Voilà, ça c'est bon, voilà un peu le compostage. Alors maintenant on va aborder un peu plus la question des emplacements, etc. Sur les emplacements, en fait, on peut composter. Pour composter les déchets, donc comme je le dis ici, à peu près de 60 ménages, il suffit de 10 mètres carrés. C'est-à-dire qu'on installe ces bacs à compost, voilà, comme ces bacs qu'il y a là en bas. C'est des bacs en gros d'1 mètre cube. Et avec 4 bacs, par exemple, comme ça, vous compostez des déchets de 60 familles. Donc 4 bacs, en général, on a 3 à 4 bacs où on va servir qu'on va alimenter, des bacs qui vont servir de maturation, et puis il y a un bac éventuellement qui va servir pour stocker des matières carbonées, mais on n'est pas obligé de le faire dans un bac en bois. On peut très bien, pour stocker les matières carbonées, utiliser un morceau de grillage souple comme celui-là, ou bien voilà, ça c'est un autre système de stockage des matières carbonées, donc ça revient un peu moins cher. Mais voilà, donc il suffit de quelques mètres carrés pour composter les déchets de 60 familles. 10 mètres carrés, aucun problème, vous compostez les déchets, c'est-à-dire voilà, vous calculez 4 à 5 bacs,
Donc chaque bac fait à peu près 1 mètre carré. On calcule 1 mètre carré devant parce que souvent on a besoin, quand on retourne les bacs, donc on sort les matières, donc on a besoin encore d'1 mètre devant, mais c'est à peu près tout ce qu'on a besoin de la surface utile, quoi. Donc c'est pas non plus, ça prend pas énormément de place, quoi. On prévoit toujours l'espace où on va stocker la matière carbonée. Voilà, donc l'endroit idéal c'est plutôt à l'ombre d'un arbre. Hein, ça c'est voilà. Ouais. Juste une question. Ça change quoi si ça reste à l'air libre ou pas? Parce qu'on voit souvent des compostages. Ouais, ça ne change pas grand-chose en fait. C'est-à-dire que bon, le fait de fermer les couvercles, il y a un aspect esthétique, les gens aiment bien ça, qu'on ne voit pas. Parce que souvent les gens compostent, ça reste associé aux déchets. Hein. Donc déjà, ils veulent souvent les planquer au fond des jardins, puis c'est bien si c'est fermé. Bon, l'autre avantage, mais après il y en a quand même encore d'autres, c'est que ces bacs à compost souvent sont fermés. Quand on est sur l'espace public ou quand on est dans des espaces comme ça qui sont ouverts, ça aussi, les gens n'aiment pas trop, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va y mettre dedans, donc ils aiment bien. Voilà, on ferme les bacs. Donc le fait d'avoir des couvercles, ça permet de mettre des cadenas, et donc les bacs ne sont ouverts qu'une ou 2 fois par semaine, ça dépend ensuite des gens comment ils s'organisent, font des permanents, choses comme ça. Bon, donc c'est ça. Le fait aussi le couvercle, ça évite quand il y a des grosses pluies, par exemple, que ce soit complètement lessivé ou quand c'est en plein soleil, ça protège également. Quand on est sur des gros sites, comme par exemple à la maison d'arrêt, ils ont construit eux-mêmes leur bac, ils n'ont pas mis de couvercle, mais en fait, voilà, ça pose quand même problème parce qu'il y a une telle montée en température dans ces bacs-là, on le verra plus tard, mais sur des gros bacs qui font à peu près 2 mètres cubes, la température peut monter à près de 80 degrés. Donc c'est-à-dire qu'il y a énormément d'évaporation, donc on retrouve une matière très sèche à la fin, donc il vaut mieux couvrir parce que ça évite cette évaporation. Voilà, mais c'est surtout une fonction esthétique, pratique pour pouvoir y placer des cadenas. Voilà. Mais sinon, bon, moi j'ai un jardin, je composte, j'ai pas de bac, j'ai 3 palettes et puis voilà, je composte ce qu'on appelle en tas et ça marche très très bien. Au lieu de mettre des couvercles en bois, on peut très bien, par exemple, utiliser ne serait-ce qu'un morceau de carton. Ça fonctionne très très bien. Ou bien utiliser de la matière organique, style du gazon par exemple. On met une couche de gazon avec des feuilles, c'est excellent comme couvercle. L'interprétation des chats par exemple, Bon, alors ça se produit si on amène de la matière style viande-poisson. Hein, sinon, le reste, ça ne les intéresse pas trop, les chats. Voilà, après, oui, il peut y avoir ça. C'est-à-dire que, par exemple, je reviens toujours sur la maison d'arrêt parce que c'est un des gros sites, un des premiers sites où on met justement la viande, le poisson, etc. En fait, là, ce ne sont pas tellement les chats qui viennent, mais ce sont les corbeaux. Les corbeaux qui viennent et qui creusent d'ailleurs de gros trous. Après, voilà, chacun prélève sa part, quoi. Finalement, il fait son machin, il prend. Bon, enfin, en tous les cas, dans cet espace-là, c'est pas gênant. Maintenant, chez un particulier, ça peut effectivement le gêner. Donc, effectivement, le couvercle, ça évite ça. Bon, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est pas, ça ne prend pas beaucoup de place. Donc, si un endroit ombragé, c'est plutôt mieux. Donc on protège un peu de la pluie et du vent, comme ça l'ombre d'un arbre c'est l'idéal. Il faut qu'il y ait un contact direct avec la terre, ça c'est aussi important, pour qu'il y ait justement un échange avec les micro-organismes. Je ne sais pas si je l'ai mis là, mais par exemple, on peut très bien installer sur des terres polluées. On a le cas par exemple là qui se pose, il y a un site de compostage qui va se créer prochainement au centre sous-culturel du Ballon à Neudorf, là où il y avait l'ancien centre sous-culturel, donc qui a été détruit. Et en dessous, bon voilà, la terre est polluée, mais de toute façon la terre est pas mal polluée sur Strasbourg. Hein. Enfin, en général, c'est difficile de trouver des endroits qui ne sont pas pollués, même sur des jardins familiaux. Souvent la terre est polluée. Mais en tous les cas, bon, pour le compost, ça ne pose pas de problème. Il n'y a vraiment aucun souci. Souvent, bon, les terres polluées sont un petit peu décapées, mais bon, on ne le fait pas trop parce que ça coûte cher. Et puis, mais il suffit de rajouter, par exemple, 10 cm de terre végétale et on pose les bacs dessus, donc on est tranquille. Comme je disais, les vers, peut-être je ne l'ai pas dit d'ailleurs, dans les vers de terre, des choses que j'ai pas dites, parce qu'après, voilà, des fois ça emmerde les gens quand je commence à causer des vers de terre, mais en fait, il y a quand même 3 grandes catégories de vers. Et les vers de compost, c'est ce qu'on appelle des vers épigés, qui sont des vers de surface, c'est-à-dire c'est des vers qui vivent dans les 3 cm du sol à peu près. C'est des petits vers rouges, donc ils ne descendent jamais profondément. Ils vont venir spontanément,
en général, sauf justement si on est sur des terres polluées, mais dans ce cas-là, il suffit d'emmener et après ils vont se reproduire. Mais ce n'est pas des vers qui vont descendre profondément. Donc même si la terre elle est polluée, on s'en tape. Enfin, eux, en tout cas, ils s'en foutent, quoi. Voilà. Ça, en tout cas, c'est la catégorie de vers qui nous intéresse dans le compost. Après, il faut savoir qu'il y a deux autres catégories de vers. En gros, hein, il y a ce qu'on appelle les vers endogés. Ce sont des vers qui vont être dans les, disons, dans les 40 cm du sol à peu près. C'est des vers qu'on trouve quand on retourne sur le sol de son jardin. Ce sont des vers qui sont généralement dépigmentés, plutôt un peu blancs comme ça, hein, et qui voyagent, enfin qui se déplacent de manière horizontale dans le sol. Donc ils font des galeries horizontales. Ils ne sortent jamais, c'est la raison pour laquelle ils sont dépigmentés. Ce sont des vers qui consomment de la terre, donc des vers très intéressants pour le jardinier parce que ça aère la terre. Mais la catégorie la plus importante des vers, celle qui est la plus nombreuse et la plus importante également pour le jardinier, c'est ce qu'on appelle les vers anéciques, qui sont des gros vers rouges. Ce sont les gros vers qu'on va trouver cette fois-ci quand on remue le sol de son jardin également. Et ce sont des vers qui font les navettes entre l'humus de la surface et les argiles du sous-sol. Et ils peuvent descendre jusqu'à 3 mètres, voire certains même jusqu'à 6 mètres sous terre. Donc ils font constamment ce chemin-là, hein, ils montent, ils descendent. Et donc c'est eux qui vont aussi descendre les matières organiques au niveau des plantes. C'est eux qui aèrent la terre, donc ce sont des vers extrêmement importants. Et ce sont les seuls animaux qui réalisent ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, c'est-à-dire qu'ils parviennent à mélanger l'humus de la surface avec les argiles du sous-sol par le fait qu'ils ingèrent ces deux types de matières et ça se mélange dans le cadre, enfin dans leur intestin. C'est Darwin qui disait que c'était des intestins de la terre, en fait, les vers de terre. Donc voilà, 3 grandes catégories de vers, mais ceux qui nous intéressent, les vers épigés, vers de compost, donc sont des vers de surface. Donc la question de la pollution du sol ne se pose pas pour eux. Donc voilà, ce qu'il faut absolument aussi privilégier, c'est il faut que ce soit facile d'accès. Hein, c'est-à-dire que si vous avez des conditions idéales, l'ombre d'un arbre, mais que c'est à 10 km et que personne n'ira, ça ne sert à rien. Donc il vaut mieux qu'il soit placé en plein soleil, mais facilement accessible. C'est ça qu'il faut privilégier. Il faut que ce soit accessible. Après, pour faire de l'ombre, on peut très facilement créer une structure en bois ou je sais pas quoi pour faire un peu d'ombre, où il suffit de planter un noisetier ou je sais pas quoi, ça pousse très très vite et ça fait très très rapidement de l'ombre, donc c'est pas tellement de souci. Il faut privilégier l'accès, que les gens n'aient pas à hésiter pour y aller parce qu'ils vont salir les pieds, parce que c'est trop loin. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut absolument privilégier. Il y a des petits boulots à faire quand on fait du compost, hein, c'est-à-dire qu'en gros, il faut retourner son bac à peu près tous les 2 mois. Voilà, c'est à peu près le rythme. Hein, donc, à chaque apport, il y a ce mélange entre ces deux types de matières, mais ça, c'est un petit mélange qui dure 15 secondes. Hein, c'est-à-dire, on vient avec le seau, on met dans le bac. C'est pour ça que j'ai pris un peu ce schéma-là. Vous venez avec votre seau rempli de déchets, vous le balancez dans le bac à compost. Ici, vous avez la matière carbonée, vous prenez une poignée, vous couvrez ce que vous venez de mettre. Voilà, un petit mélange qui va durer 15 secondes. Ça, c'est ce qu'on fait à chaque apport. Et une fois tous les 2 mois, on va retourner complètement le bac. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu de place, vous voyez. On a le bac qui fait 1 mètre, on laisse encore 1 mètre devant pour sortir de temps en temps les matières et pour les retourner. Voilà, c'est ce qu'il faut. Ici, on est justement sur une copro, c'est à Schiltigheim. Il y a là aux alentours, il y a une centaine de foyers donc, qui habitent là, et sur les 100 personnes qui habitent, sur les 100 foyers, il y en a 60 qui compostent. Et vous voyez, on composte, on a ici 3 bacs, mais j'ai un petit peu sous-dimensionné derrière l'installation, il faudra en rajouter un 4e parce que voilà, ça fonctionne très très bien. Mais 4 bacs à compost, et on composte les déchets de 60 personnes. Donc voilà, pas beaucoup de surface. Donc voilà, hein, le retourner le tas, c'est important pour bien homogénéiser les matières. Donc il faut le faire à peu près tous les 2 mois, mais au minimum 1 fois par saison, c'est ce qu'on conseille aux gens. Mais plus vous allez retourner, plus le processus sera rapide. Voilà, et ça c'est du compost, donc on obtient 6 mois après le dernier déchet déposé. C'est un bac qui est plein au départ, hein, c'est pour ça aussi donc, que je continue mes petits bocaux, donc 2 tiers, 1 tiers. On récupère 30% de compost, à peu près, en fonction des matières que l'on met. Plus on va mettre de matière carbonée, plus on obtiendra de compost, parce que c'est des matières qui vont prendre un peu plus de place, mais plus ça prendra de temps également. Et voilà, en tout cas, ce bac, vous voyez, il était plein. Voilà, ça c'est le compost qu'on récupère à terme.
Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au fond, il y a besoin de très peu d'espace pour composter les déchets fermentescibles. Il faut prévoir un contact direct avec le sol, comme donc je l'ai dit, parfaitement possible de composter même sur un sol pollué. Il faut préférer donc un endroit légèrement ombragé, l'ombre d'un arbre, c'est super. Prévoir un espace pour le stockage des matières carbonées, donc si possible, les matières carbonées qui seront produites localement, c'est-à-dire qu'il faut, si on est obligé d'aller chercher de la matière carbonée, c'est un peu embêtant, mais souvent dans les copros, il y a des arbres, donc on va récupérer les feuilles qui vont tomber à l'automne. Il faut s'organiser avec les services des espaces verts pour récupérer le gazon qui va être tondu, pour récupérer donc les tailles de haies, etc. Tout ça, c'est des matières qu'on peut stocker dans la cage à feuilles et qu'on va incorporer progressivement au bac à compost. Et donc on évite les conifères, pour les raisons que j'ai déjà évoquées, le thuya notamment, mais les conifères en général, on n'incorpore pas plus de 20% de conifères dans la matière carbonée. Parce que il y a un problème d'acidité, même si, mais peut-être je le dis après, le compost, cette matière-là, elle est toujours neutre au niveau du pH. En général, cette matière-là, elle est neutre. Même si on y met des matières très acides comme les agrumes ou comme des conifères. Et ça, c'est lié justement à l'activité des vers. Les vers, à l'instar des poules, par exemple, ont un gésier, donc, et le fait d'ingérer les matières permet d'alcaliniser des matières, même les matières acides. Donc, le résultat final, c'est que le compost est neutre. Et donc, il peut être utilisé au jardin sans problème. Les sites de compostage, c'est pour ça que je parlais, c'est la troisième dimension du développement durable, ce sont des espaces de convivialité, quoi. Les gens viennent, mettent en commun, discutent. Voilà, c'est aussi des endroits où on se rencontre. Donc nous, on essaie d'organiser dès qu'on peut des instants comme ça de convivialité, mais on n'a pas les moyens, disons, financiers pour aller au-delà de la simple installation des bacs. Mais donc, si un jour vous avez à concevoir des espaces, ce serait bien de prévoir aussi justement des espaces où les gens puissent se mettre assis, où il y a des tables, des choses comme ça. Enfin, que ce soit véritablement des endroits où on peut discuter et s'installer confortablement. Parce que c'est souvent ce qui manque un petit peu. Mais c'est vraiment des espaces que les gens aiment bien fréquenter. Et quand on organise souvent des apéros, compost, machin, ça ramène beaucoup. Voilà, ça c'est quelques exemples de modes de compostage. En fait, ici, le premier là-haut, c'est un des premiers sites qu'on avait visité, des gros sites de compostage. C'est le Crous à Versailles, donc voilà, une résidence universitaire. Ils compostent les déchets des restaurants universitaires. Ici, c'est en pavillon, c'est des systèmes qui ont été mis en place à Nantes. Voilà, ils ont installé un tas de pavillons comme ça, qui sont donc ouverts 2-3 fois par semaine. Dans le petit pavillon, donc les déchets azotés en provenance des cuisines sont compostés. L'autre bac à côté, c'est là où on va stocker la matière carbonée. En tas, voilà, moi c'est ce que je pratique, voilà, il suffit d'accumuler les matières et ça marche aussi. Si on n'a pas accès à de la terre, on peut aussi faire ce qu'on appelle du lombricompostage, c'est-à-dire là on est dans des systèmes qui sont hors sol. Moi j'ai un jardin mais j'habite boulevard d'Anvers, il n'y a pas beaucoup d'espace vert. Et donc dans mon immeuble, j'ai mis en place un système de lombricompostage que j'installe à la cave. Donc c'est des bacs un peu de ce style-là en plastique. Voilà, et il y a à peu près 7, la moitié des gens, puisque s'il y a 14 logements, il y en a 7 à peu près qui compostent leurs déchets dans ces bacs-là. Et ça marche aussi, mais c'est moins tolérant. Le lombricompostage, c'est un peu plus compliqué. On ne mettra pas, par exemple, les agrumes, on ne mettra pas l'ail, on ne mettra pas l'oignon, parce que là, on a moins de diversité au niveau des micro-organismes, et c'est surtout les vers qui vont travailler, donc les vers n'aiment pas l'acidité, l'ail et l'oignon, c'est vermifuge. Donc on va éviter dans le lombricompostage. Mais dans l'autre système traditionnel qu'on a vu avant, il n'y a aucun problème parce qu'il y a plein d'autres organismes qui vont s'y intéresser. Ici, c'est un autre site de lombricompostage, mais là on est dans les systèmes, là autant on est dans des petits bacs, ici on est dans des grosses structures assez importantes. Donc c'est le premier site de lombricompostage important sur Strasbourg qui a été installé, rue Sélénique. Donc voilà, les déchets sont déposés dans cette grosse poubelle brune là. Et ça marche.
même si on n'a pas beaucoup de recul là-dessus, mais c'est un peu plus contraignant quand même le lombricompostage, donc on y met moins de choses, puis surtout ça produit des jus. Donc autant dans le compostage traditionnel, les jus s'écoulent dans le sol. Là, on est obligé de constamment récolter les jus. Alors le jus, c'est un fertilisant, on peut l'utiliser pour arroser les plantes de la maison, etc. Mais voilà, ça en produit trop, on ne peut pas arroser toutes ces plantes comme ça, donc on est obligé de le jeter. Et ça nécessite aussi d'être là en permanence. Le compostage traditionnel, vous pouvez partir en vacances sans problème pendant un mois, voire plus, voilà, il n'y a aucun souci, les vers se débrouilleront. Dans le lombricompostage, parce qu'il y a la production de ces jus, c'est un peu plus embêtant. Il faut trouver un voisin qui va récupérer les jus. D'autres petites choses très rapides, on est dans des systèmes de compostage traditionnels en bac, en extérieur. Il y a d'autres systèmes un peu plus industriels, c'est ce qu'on appelle les écodigesteurs, en fait c'est des sécheurs, c'est ce qu'on utilise parfois dans les restaurants. Autre site qu'on a visité à Briançon, l'hôpital qui s'est doté de cette grosse machine qui est un compostage électromécanique. En fait, c'est le même système que des bacs qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là, on est à l'intérieur et que c'est une vis sans fin en fait, qui remue les matières. Voilà, c'est intéressant, mais ça nécessite quand même encore un compostage en extérieur après. Donc autant sur les installations qu'on a vues tout à l'heure, mais j'en reparlerai au niveau des coûts, sur les bacs en bois, même quand on a par exemple 4 à 5 bacs, c'est des installations globalement, on va dire on est autour de 1000 euros, 1000, 1200 euros. Sur ces installations-là, c'est à peu près 20 000 euros. Le compostage de l'électromécanique, c'est à peu près 20 000 euros. Donc c'est à mon avis pas très intéressant économiquement. Mais enfin, bon voilà, il n'empêche qu'ils arrivent à composter, je ne sais pas combien, 500 voire plus repas par jour dans ces machines. Mais ça nécessite un traitement encore après en extérieur, une maturation externe. Voilà, donc là j'en viens juste maintenant à quelques exemples de sites de compostage. Donc la maison du compost, on fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau compost citoyen. Quand j'ai eu l'idée de faire cette conférence, j'ai sollicité un peu le réseau pour avoir des retours d'expérience, mais comme je suis un garçon prévoyant, je l'ai fait avant-hier évidemment, donc ça veut dire que je n'ai pas eu beaucoup de retours, mais voilà, c'est juste quelques exemples qu'on m'a renvoyés donc à Rennes. Rennes, c'est une ville assez novatrice en termes de compostage, c'est pas très longtemps qu'ils ont développé le compostage en pied d'immeuble. Et donc, mon correspondant, là, donc Francis, m'a envoyé, en fait, à sa connaissance, c'est le seul projet qu'il y a eu sur Rennes où le compostage est prévu, mais c'est en cours, c'est-à-dire ça vient seulement d'être créé, ils viennent d'installer les premiers bacs à compost. Donc Rennes, ville novatrice en termes de compostage, mais ils ont je ne sais plus combien de sites de compostage installés, mais qui ont été installés après, a posteriori. Alors que là, on est dans un premier cas où le compostage est prévu dès l'origine du plan. Donc, mais ça vient de démarrer, donc il n'y a pas beaucoup de recul sur cette question. Et quelques collègues également de Lyon qui m'ont envoyé ces quelques photos, où c'est des sites de compostage ici qui sont prévus dès le départ. Voilà, qui étaient intégrés dès le départ dans les projets architecturaux. Ici, c'est un autre site qu'on a visité à Digne, c'est dans un camping, là aussi, voilà, ça a été intégré dès le départ dans le projet. Vous voyez, on peut avoir des structures comme ça en bois au-dessus pour faire un peu d'ombre, il suffit de planter quelques plantes qui vont grimper le long de ces muriettes pour faire de l'ombre. Voilà, et donc à Strasbourg, où sont passés les bacs, donc, ah purée, mais c'est pas vrai ça. Ouais, donc il y a, à ma connaissance, en tout cas, pas beaucoup de projets sur lesquels les bacs à compost sont prévus dès le départ. En gros, alors donc on travaille nous pour le compte de la communauté urbaine, enfin pour l'Eurométropole, qui a lancé un appel d'offres il y a 2 ans là-dessus pour l'accompagnement des collectifs, donc voilà qu'on a remporté. Et donc on a quelques chiffres, mais c'est pas toujours très fiable. À notre connaissance, il y a à peu près 80 sites de compostage collectif installés sur la CUS. Alors collectif, ça peut être un collectif de 3 personnes comme de 80, quoi. C'est très, très variable, mais en gros, il y a à peu près 80 sites actifs sur la CUS, et nous, on s'occupe à peu près de, je ne sais plus, une trentaine de sites à peu près sur
sur l'Eurométropole. Donc ça veut dire on suit à peu près, on a installé à peu près 60 mètres cubes de bacs à compost sur la communauté urbaine, et donc on estime en gros que ça concerne à peu près 1800 personnes, en sachant que donc il y a 477 000 habitants sur l'Eurométropole, donc il y a encore largement de la marge, je crois. Donc là c'est pareil, là c'est des exemples de quelques sites de compostage qu'on accompagne, mais je ne les ai évidemment pas tous mis. Ici c'est à l'université, donc ça c'est à la maison d'arrêt, j'en ai déjà parlé. Ici c'est un site au Neuhof, d'une association qui s'appelle Lupivino, donc qui s'occupe des gens du voyage. Et ici c'est le site de Schiltigheim, un des derniers sites qui a été installé. Voilà, et donc j'ai fait un peu le tour sur des projets qui étaient en cours actuellement à Strasbourg. Bon, ici, sur les deux rives, l'écoquartier Danube, à ma connaissance, c'est pas prévu, quoi. Personne n'a pu me répondre là-dessus. Enfin voilà, j'ai fait quelques tours comme ça de quelques chantiers, voilà, et là c'est sûr qu'il n'y a pas de projet. Ici, je suis allé donc à l'écoquartier de Cronenbourg, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont pris un logement là-bas, qui nous ont sollicité en disant, ben voilà, ça nous intéresserait. Donc on est venu, et voilà, le projet, on va voir s'il peut se monter. Donc ils ont prévu donc ces bacs pour faire du jardinage. Dans tous les cas, rien n'est prévu pour le compostage. Donc on a vu un espace qui est en cours d'ailleurs pour aménager, pour pouvoir poser des bacs. Mais ça va nécessiter tout un travail, parce qu'ensuite il faut l'accord de la copro. Enfin bon, ça prend énormément de temps pour mettre en place ces systèmes-là. Souvent ça met plus d'1 an entre le moment où on a l'idée et le moment où on va poser effectivement les bacs. Alors que si c'était initialement prévu, ça pourrait aller beaucoup plus vite. Voilà, ici j'ai cité cet exemple-là, c'est Domial, parce que justement quand j'étais au site de Lupivino, là qu'on a vu tout à l'heure, là, les gens du voyage, donc voilà, j'ai fait l'installation des bacs, et en sortant, donc j'ai vu qu'il y avait un chantier, ils sont en train de construire des petits cabanons justement pour stabiliser ces gens du voyage, quoi, qui habitent encore dans des caravanes, choses comme ça. Donc il y a eu déjà une première tranche de travaux, ils ont construit des maisons, et là ils sont en train d'en construire une autre partie. Et donc je suis allé voir ce chantier, j'ai pris des photos, et puis qu'est-ce que je prenais des photos, il y a deux types qui sont venus, comme ça, qui m'ont demandé, mais qu'est-ce que je cherche là, parce que le quartier est bizarre, bon, bref, ils m'ont dit, mais pourquoi vous prenez des photos? Donc je leur explique pourquoi, et assez étonnamment, ils m'ont dit, mais oui, mais là c'est prévu. Donc là c'est prévu, effectivement, dans cet espace-là, il est prévu dans les plans initiaux, donc qu'ils installent des bacs à compost, enfin en tout cas un bac devant chaque maison. Là, j'en sais pas plus, j'ai essayé de contacter Domial, mais pour le moment, je ne les ai pas eus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on n'est pas informés. Alors, autant il faut prévoir, je crois, l'installation technique, physique des bacs, autant il faut également prévoir l'accompagnement. C'est-à-dire que si vous mettez des bacs, mais les gens ne savent pas s'en servir, ça ne sert pas à grand-chose non plus, quoi. C'est aussi quelque chose qu'il faut envisager. Donc, je ne sais pas du tout là ce qui est prévu, mais on va se renseigner sur cette question. Voilà, ça c'était un titre un peu plus anecdotique. Sur l'aspect réglementaire, très rapide, on était jusqu'à présent dans quelque chose de très simple, c'est-à-dire on disait, bon, quand les installations sont en deçà de 5 mètres cubes, il n'y a pas de réglementation. On fait ce qu'on veut, voilà, il n'y a pas de souci. Donc on avait toujours, nous, la souci justement d'être en deçà de ces 5 mètres cubes. Comme ça, il n'y a pas de problème. Quand on était au-delà des 5 mètres cubes, cas très rare, il y avait le règlement départemental sanitaire qui s'appliquait, qui posait un certain nombre de contraintes, mais des contraintes quand même assez lourdes, hein, du genre par exemple, on devait être à 200 mètres, plus de 200 mètres de tout immeuble. Ce qui pose quand même une question quand on fait du compostage en pied d'immeuble, parce que si les gens sont obligés déjà de faire 200 mètres pour apporter leurs déchets, ça pose un petit peu question. Donc c'est pour ça qu'on essayait toujours de limiter les installations à 5 mètres cubes, quitte à installer 2 sites de compostage distants pour rester en deçà des 5 mètres cubes. Aujourd'hui, on ne se réfère plus à ce règlement-là. On s'appuie plutôt sur une circulaire qui s'appelle, bon, c'est la circulaire du 13 décembre 2002, qui en fait définit des règles de fonctionnement pour les installations de compostage dites de proximité.
Alors les discussions, il y a encore des discussions en cours, hein. La loi n'est pas aujourd'hui figée, on est au niveau d'une circulaire, c'est-à-dire le dernier niveau du droit, donc quelque chose de voilà, un peu aléatoire. Mais enfin bon, pour le moment, nous on s'appuie là-dessus. Donc on est dans des seuils, enfin dans des opérations de petite quantité, quand on est en deçà de 50 tonnes par an. Et 50 tonnes par an, c'est déjà pas mal, puisqu'on en est à peu près 1 tonne par semaine. C'est ce qu'on produit aujourd'hui sur la maison d'arrêt, c'est pour ça qu'on reste à peu près à ce niveau-là, pour rester à peu près en deçà de ce seuil-là, parce qu'ensuite, au-dessus de ces 50 tonnes, après, il y a des obligations réglementaires beaucoup plus contraignantes. Donc on s'appuie, nous, aujourd'hui, sur cette circulaire du 13 décembre 2012, qui demande, voilà, qui pose un certain nombre d'exigences pour la gestion de ces sites de proximité. Donc il faut qu'il y ait un responsable, il faut qu'il y ait une organisation compétente qui supervise avec justement un maître composteur. Donc maître composteur, ça fait un peu rigoler, mais c'est l'ADEME qui a mis en place comme ça des titres. Donc il y a des maîtres composteurs, il y a des guides composteurs, il y a des référents de sites, etc. Et chaque fois, il y a des niveaux de formation qui sont associés. Bon, après, il ne faut pas déconner non plus, hein. Moi, je suis maître composteur, voilà, ça me plaît bien. Le compost me plaît. Moi, j'ai une longue pratique du compostage, mais voilà, c'est pas la peine de sortir d'une école d'archi pour être composteur, quoi. C'est quand même pas extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, les formations sont assez courtes, mais quand même. Ensuite, il faut des référents locaux, il faut une distance suffisante et qui n'est pas non plus complètement définie. Ça reste assez flou. Il faut un registre. Il faut faire un bilan annuel. Il faut mettre une signalétique. Il faut que le site soit tenu en bon état. Il faut une présence obligatoire de la matière carbonée. Enfin, tout un certain nombre de choses qui sont de toute façon évidentes et qu'il faut mettre en place pour que ça fonctionne bien. Et donc il faut limiter l'usage du compost au sol producteur, puisque ça c'est une autre contrainte réglementaire, c'est-à-dire que le compost qui est produit sur un site de compostage, hein, donc celui-ci comme dans le seau, doit être utilisé par ceux qui ont contribué à sa fabrication. C'est-à-dire que normalement, comme c'est un produit qui n'est pas normé, ça reste un déchet, donc il doit être utilisé par ceux qui ont contribué à sa fabrication. On ne peut pas le vendre, on ne peut pas le donner normalement. Après, voilà, c'est des règlements, on peut évidemment contourner les règlements, mais bon, c'est ce que dit la loi. Si vous le faites analyser et qu'il répond à la norme, ensuite vous faites ce que vous voulez, mais l'analyse coûte cher. Donc souvent, le compost qu'on produit comme ça localement est de bien meilleure qualité que celui que vous allez acheter, qui est produit au niveau industriel, parce que celui-ci il est fait avec les déchets Tuya et compagnie que les gens amènent en déchetterie, mais l'autre il est normé, donc il peut être vendu. Le vôtre il n'est pas normé, il est de meilleure qualité ergonomique, mais vous ne pouvez pas le vendre et vous ne pouvez même pas le donner, il faut l'utiliser chez vous. Voilà, cadre réglementaire encore, c'est-à-dire que le Grenelle de l'environnement oblige maintenant les gros producteurs de déchets à valoriser leurs déchets, à les trier et à les valoriser. Donc on était jusqu'à présent vraiment sur les très gros producteurs de déchets. Plus on avance et plus les tonnages diminuent. Donc aujourd'hui, en 2016, ça sera 10 tonnes. Donc ça veut dire que c'est des producteurs moyens. C'est-à-dire toutes les petites cantines, etc., vont être confrontés à cette obligation. Et c'est pour ça que de plus en plus, maintenant, on est sollicité par des grosses structures qui reçoivent des nouvelles factures pour la gestion de leurs déchets qui a quadruplé, quoi. Donc du coup, voilà, ils se disent, bon, mais comment on va faire? Donc, et le compostage devient une issue, finalement, qui peut les intéresser. Donc ça, c'est l'aspect réglementaire. Je termine maintenant sur le dispositif qui est mis en place par l'Eurométropole. Donc l'Eurométropole essaye d'accompagner le développement du compostage. Donc il y a des systèmes de subventions qui sont mis en place. Donc chaque particulier qui veut comme ça acheter un bac à compost pour composter dans son jardin peut bénéficier d'une subvention, c'est 40 € par personne. Voilà, il suffit d'acheter un bac, vous envoyez la facture et l'Eurométropole vous rembourse 40 €. Vous achetez ce que vous voulez. Ensuite, il y a des modalités de subventionnement pour les collectifs, et c'est proportionnel au nombre de personnes qui s'engagent à pratiquer le compostage. Donc quand nous, on mène des opérations comme ça de compostage, on fait du porte-à-porte et on va solliciter des signatures. Les gens doivent signer un document, et à partir de ce document, l'ACUS va verser une subvention, et donc en gros, c'est 20 € par personne, au-delà de 20 personnes.
Donc ça veut dire que vous avez 20 personnes, vous avez 400 €, par exemple. D'accord ? Donc ça signifie que, en général, nous on essaye de faire en sorte que ça ne coûte rien à la copro. On essaie de récupérer le maximum de signatures pour pouvoir acheter les bacs qui suffiront pour composter les déchets, de manière à ce que ça ne coûte pas grand-chose, en tous les cas, à la copropriété. Il suffit que la copro fasse l'avance des fonds, et ensuite l'Eurométropole va rembourser. Donc l'achat des bacs, en général, est couvert par la subvention. Le travail d'accompagnement que nous, on fait, c'est qu'on accompagne le dispositif pendant 2 ans. La première année de manière intensive, c'est-à-dire on est là, il y aura 12 visites, on forme les gens, etc. La deuxième année, c'est un peu plus léger. On accompagne jusqu'à ce que le site soit autonome pour que les gens puissent ensuite composter leurs déchets eux-mêmes et que ça soit pérennisé. Donc ce travail-là, il est également financé par l'Eurométropole. Donc ça ne coûte rien non plus à la copro. Donc si vous avez envie de vous lancer, si vous habitez dans un collectif, si vous connaissez des gens qui habitent dans des collectifs et qui souhaitent composter, eh bien, ils peuvent nous contacter. Et ensuite, on vient voir sur place pour voir si techniquement c'est faisable. Et on peut faire ce travail d'accompagnement, de récupérer des signatures et puis tout le cirque ensuite d'accompagnement pendant 1 an. Bon, j'ai les cartes de visite, donc après, si vous voulez, vous pouvez les prendre. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Pour l'espace public, c'est-à-dire là on est sur l'espace privé, quand on est sur l'espace public pour les compostages de quartier par exemple, il y a des conventions qui sont mises en place, donc c'est un système un peu plus lourd, puisque là il faut créer une association pour conventionner avec la ville, mais ça fonctionne aussi, c'est ce qu'on est en train de mettre en place justement, je vous l'ai dit à Neudorf sur le site de l'ancien centre socioculturel. Voilà, nos coordonnées si besoin est. Voilà, j'ai essayé de faire vite et de couvrir un peu tout l'espace, mais voilà, je suis à votre disposition si vous avez encore des questions. Ouais. Tous les déchets alimentaires, mais un steak pourri de pesticides, c'est un saloperie, quoi. Mais un steak pourri de pesticides, c'est une saloperie, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, il vaut mieux consommer bio, quoi. Voilà, mais tout le monde ne le fait pas, tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde n'a pas envie, et ça. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux composter, même si c'est pas bio. Il y a un effet d'hygiénisation par le compostage. Hein, le fait de la dégradation par les bactéries et par les vers, notamment, fait qu'il y a réduction des pesticides. Réduction, par exemple, aussi du taux de métaux lourds. Les vers, par exemple, ont la capacité de se charger en métaux lourds. Donc ça permet d'éliminer une partie et aussi des pesticides. Mais c'est sûr que c'est mieux de consommer plutôt des produits bio, quoi. Mais encore une fois, il vaut mieux composter même ce qui n'est pas bio plutôt que de ne pas composter. Et il y a vraiment une dégradation de ces pesticides par le compostage. Bon. Ouais, moi j'ai à peu près fait mon job là. Merci, super. On va prendre le micro pour les questions, puisqu'on a filmé la conférence. On n'entend pas trop dans le film, c'est mieux de... Merci beaucoup, Jean-Yves. Je vais passer le micro pour les questions. Et donc, juste après, qu'est-ce que vous en faites du compost quand c'est local comme ça? Donc là, sur la plupart des copros, il y a de l'espace, quoi. Il y a de l'espace vert. Et encore une fois, donc finalement, on récupère peu de compost, 30%. Donc en général, on n'a pas de souci pour écouler le compost. Il y a toujours, il y a des haies, il y a des arbres, on peut mettre au pied des arbres. Il y a souvent l'un ou l'autre habitant qui a un jardin, donc qui va récupérer le compost. On organise aussi des manifestations, c'est-à-dire que là, par exemple, il y a le 29 de ce mois, il y a la fête des voisins. Et donc on profite de cette occasion, par exemple sur la copro, où on a un des gros sites, un des plus gros sites qu'on accompagne, c'est à Cronenbourg, où il y a 250 logements. On a 3 sites de compostage, et là, à l'occasion de cette fête des voisins, par exemple, on organise une distribution de compost. Donc les gens vont venir, donc ceux qui ont un jardin, ils vont en récupérer, et puis on peut l'utiliser donc pour les plantes vertes qu'on a à la maison, pour faire des semis, des jardinières, etc. Donc pour le moment, on n'a aucun problème pour écouler le compost. Et juste, est-ce que vous avez des liens avec des associations qui font de l'agriculture urbaine ou
pour vraiment rester local. Oui, c'est-à-dire qu'on a des liens, forcément, on se rencontre, moi je suis jardinier aussi, donc voilà, il y a forcément comme ça des liens, mais on n'a pas de lien, comment dire, organique, enfin, c'est-à-dire que déjà il y a cet aspect réglementaire, hein, c'est-à-dire qu'en fait le compost qui est produit localement, normalement on ne peut pas trop le déplacer, enfin, bon, mais après, encore une fois, ça on s'en fout un peu, mais voilà. En général, de toute façon, les structures-là fabriquent eux-mêmes leur propre compost. Enfin, il y a maintenant des grands sites comme ça. Il y a une association, par exemple, qui est très active, c'est l'association Branpaille, hein, qui a développé un grand site de jardinage partagé en permaculture, quoi, qui est situé sur le PNU, le parc naturel urbain de Königshofen. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller visiter cet endroit, parce que c'est vraiment assez intéressant. Et déjà, aller voir le site, l'association Branpaille, permaculture. Voilà. Et donc, on est effectivement en lien avec ça. Nous, on est plus spécialisé compost, mais dire, le compost, voilà, c'est intéressant aussi si on a un jardin. Après, on peut l'utiliser chez soi, hein, pour rempoter les plantes vertes à la maison, ça remplace le terreau. Ça remplace complètement le terreau. Quand vous avez parlé de quartier de Cronenbourg, est-ce qu'il y a des gens qui habitent la maison individuelle qui sont aussi intéressés dans le compostage collectif? Disons que ceux qui habitent en maison individuelle, ils le font chez eux, quoi. Bon, de toute façon, nous, dans le cadre de la convention qu'on a avec l'Eurométropole, on n'accompagne que les projets collectifs. Hein, donc, mais après, c'est pour ça que quand je disais qu'il y avait 80 sites, ça c'est des sites de compostage collectif, il y en a évidemment beaucoup plus, parce qu'il y a un tas de gens quand même, ceux qui ont des maisons, enfin, qui pratiquent le compostage, mais ça, nous, on le connaît moins. On a mené une grande opération sur Reichstätt, puisque Reichstätt, ça a été la seule commune où il y avait encore 2 levées de poubelles par semaine. Et quand ils sont passés à une seule, ils ont accompagné ça de développer le compostage. Et donc là, on a fait tout un travail d'installation de bacs à compost dans des maisons individuelles. Et c'est le seul exemple qu'il y a eu, lequel on a travaillé avec l'Eurométropole. Sinon, on travaille plutôt sur des installations collectives, quoi. Et ce sont surtout les gens de quel âge qui s'intéressent au compost? Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas... Alors, on n'a pas calculé de moyenne d'âge, mais forcément, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont du temps. Donc, ce n'est pas les plus jeunes. C'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est une vraie question. C'est-à-dire que, mais bon, après... La pratique du compostage, ça reste quelque chose de marginal. Enfin, c'est-à-dire que voilà, les gens aiment bien en parler, c'est plutôt sympathique, même les hommes politiques, etc. Mais ça reste marginal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une occupation, qui n'est pas dominante, quoi. Donc, en fait, c'est réservé à qui? En général, c'est-à-dire que c'est réservé plutôt aux personnes âgées. Il y a par exemple beaucoup de femmes aussi. Les femmes s'intéressent davantage au compostage quand on est dans des sites de compostage. Mais ça, c'est quelque chose de très traditionnel. C'est-à-dire des activités réputées dominées. C'est pas les hommes qui vont s'en préoccuper, évidemment. Mais enfin, voilà, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, mais c'est vrai qu'au niveau des classes d'âge, donc on a pas mal de personnes âgées, ou des gens qui sont à la retraite, parce que ça nécessite un peu de temps quand il y a des permanences, parce que souvent dans les sites collectifs comme ça, donc comme je l'ai dit, les bacs sont fermés, donc ça veut dire que les gens s'organisent en permanence. Hein, les bacs sont ouverts 2-3 fois par semaine. Bon, ça mobilise un peu de temps, donc les gens qui bossent, tout ça, sont un peu moins disponibles. Donc voilà. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que après les jeunes, alors, ce qui est intéressant, c'est les petits, les plus jeunes qui s'intéressent au compostage. Et souvent, c'est aussi par leur biais, finalement, qu'ils arrivent à traîner parfois un peu la mère ou le père vers le bac à compost. En tout cas, c'est intéressant d'amener les mômes. Et quand on fait des animations comme ça dans les collèges ou même dans les écoles maternelles. Moi, j'adore ça, par exemple, d'ailleurs plus dans les écoles maternelles que dans les collèges. Mais bon, les mômes, voilà, dès qu'on leur parle un petit peu des bestioles, on monte les vers de terre, la faune du compost, etc. Bon, ça marche tout de suite, quoi.
marche tout de suite. C'est vrai que c'est la magie du compost, quoi. C'est rigolo. Moi, je suis un magicien, quoi. Quand je suis dans les écoles maternelles, j'arrive avec mes bocaux et je fais ça. C'est que là, je transforme la matière. Donc, je mets ça dans une boîte et je fais la formule magique et je sors ça, quoi. Ils sont sidérés, les mecs. Mais ça marche qu'avec eux, quoi. Ouais, c'est ce que je disais, hein, c'est-à-dire que c'est le système de lombricompostage, hein, lombricompostage ou vermicompostage. Donc voilà, on a des boîtes, souvent c'est des boîtes en plastique, mais là on est en train de tester des boîtes en bois. Donc voilà, ce sont des casiers et on met les déchets dedans. Alors là on amène les vers, ce sont essentiellement les vers qui vont travailler, mais enfin initialement c'est quand même toujours les bactéries, parce que le ver de terre il n'a pas de dents. Donc il est incapable de s'attaquer à une peau de banane, hein. Il faut d'abord qu'elle ait été dégradée par les bactéries. Donc on peut composter chez soi, sans gros problème. La grande difficulté du compostage en intérieur, en fait, c'est la chaleur. Les vers donc, ne supportent pas, disons, des températures au-dessus de 25 degrés, ils n'aiment pas trop. En dessous de 10 degrés, ils n'aiment pas trop non plus. Après, ils survivent, hein. Voilà, jusqu'à 0, ils survivent, mais disons qu'ils n'ont pas très faim, quoi. Ils sont bien entre 10 et 25 degrés. Mais souvent, dans un appartement en plein été, par exemple, on a du mal à maintenir une température en deçà de 25 degrés. Donc c'est ça la grande difficulté. Donc il vaut mieux, par exemple, là où moi je le fais chez moi, c'est à la cave. Dans une cave, c'est bien parce qu'on a une température à peu près constante. Et puis l'autre difficulté du lombricompostage, c'est bon, d'une part, on met moins de choses, hein, comme je l'ai dit, on ne met pas les agrumes, on ne met pas l'ail, on ne met pas l'oignon, et puis que ça produit du jus. Et ce jus, il faut constamment l'éliminer, c'est pour ça que c'est la difficulté des bacs en plastique, et qu'on est en train de tester des bacs en bois qui retiennent l'humidité, donc du coup qui produisent moins de jus. Donc je pense que c'est un meilleur système. Donc si ça vous intéresse, je vous donnerai des coordonnées d'un fabricant local qui fabrique des bacs en bois. Et nous, après, on organise tous les mois des ateliers de compostage ou de lombricompostage à la ferme Bussière, mais aussi ailleurs, où on initie justement les gens au lombricompostage et les gens peuvent fabriquer leurs bacs aussi, tout de suite. Là, on utilise pour le moment des bacs en plastique, mais bon, j'aimerais en changer. Et on fait justement en sorte que le coût des bacs soit couvert par la subvention. C'est-à-dire qu'on vend les bacs 40 €. Comme ça, vous êtes remboursé ensuite par la subvention dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est tout à fait possible. Donc ça implique dans le logement un bac supplémentaire pour le tri des déchets quand on fait le compostage, c'est ça? Ouais. Et là, il y a aussi déjà des produits existants? Oui, il y a ce qu'on appelle des bio-seaux. Voilà, c'est des bacs en plastique avec un couvercle. Parfois, il y a un filtre en charbon, des choses comme ça. Mais bon, nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on récupère des seaux de 5 litres. Ben, celui que j'ai fait circuler, là, par exemple, des seaux de crème. Voilà. Oui, quelqu'un me l'a piqué, c'est ça. Mais donc voilà, on utilise ces seaux-là, et donc les autocollants que vous avez pris là par exemple, on l'utilise, on le colle sur le couvercle. Il y a l'Eurométropole, j'en ai pas ramené ici, mais a également créé des gros autocollants, donc on peut mettre qui couvrent encore en plus la crème fraîche, voilà. Nous on utilise plutôt ces seaux-là, mais après parce que les bio-seaux ça coûte encore entre 5 et 10 €. Ça, on le récupère, voilà. On met à disposition gratuitement, quoi. C'est ça, donc en général, on a des seaux comme ça, donc on conseille aux gens de mettre une feuille de papier journal, par exemple au fond, dans le seau, et ensuite de le balancer dans le bac. Et donc il ne faut pas stocker non plus ces matières-là trop longtemps chez soi, parce que là, ça attire des mouchettes, enfin les fameuses drosophiles, la mouche du vinaigre, c'est un peu embêtant. On en a dans les bacs à compost, ça c'est un des trucs, c'est-à-dire que autant je disais, par exemple, ça ne sent pas mauvais, ça, je le garantis. La question des rongeurs, on peut facilement la contourner. En revanche, c'est vrai qu'on a, notamment quand il fait chaud, développement de petites mouchettes, les drosophiles, on ne peut pas y échapper complètement. Mais si on met
suffisamment de matière carbonée, on limite considérablement la prolifération des drosophiles, mais la drosophile, en fait, elle contribue à la dégradation de la matière. Tout simplement, parfois les gens, ça les gêne, quand ils ouvrent le bac, il y a un peu des mouchettes. Mais... Est-ce qu'il a été établi un seuil critique de compost? Par exemple, pour l'instant, c'est 0,3%, si j'ai bien compris, enfin 1800 personnes au ménage sur 400. Oui, sauf que ça, c'est juste que nous, les sites dont nous occupons, donc il y a 80 sites, nous on s'en occupe de 30 à peu près, mais c'est vrai que nous on accompagne de toute façon quand même les plus gros sites. Donc voilà, je pense que après donc ça fait un peu plus de personnes en plus, et puis ne sont pas comptabilisés là-dedans non plus tous les sites individuels. Donc ça représente quand même plus de personnes, mais en gros, voilà, le collègue là, qui a envoyé le plan de Rennes, lui, il estime qu'il y a à peu près 15% des gens, enfin ça. Et donc ça c'est le seuil minimal en fait, et il dit qu'en fait les politiques en général ils se contentent de ça, quoi. Voilà, il y a 15%, les convaincus, on leur fait plaisir, on leur met les bacs, tout ça, ils sont contents, mais les gens, enfin au niveau politique, on ne cherche pas à aller beaucoup au-delà de ce pourcentage-là, quoi. Alors que voilà, comme j'essaie d'expliquer, c'est pas très compliqué, quoi. C'est pas très compliqué de mettre en place du compostage et de valoriser les déchets chez soi au lieu de les faire brûler, quoi. Alors, avec les problèmes que l'on sait, notamment les gros problèmes qu'il y a à Strasbourg, enfin, sur la question de l'incinération. Je trouve au début de la conférence, quand tu expliques qu'il vaut mieux le fait de volatiliser finalement les déchets produits par l'agriculture. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont assisté à une conférence sur l'écoculture, là, qui expliquait bien que pratiquement tout vient de l'agriculture, apparemment, presque tout. Et ça impose de mettre des intrants. Et du coup d'acheter chez Monsanto, donc les manifestations samedi, etc., des produits chimiques. Donc en fait ça c'est assez évident. Mais si tout le monde fait du compost pratiquement, il risque d'en avoir de trop, quoi. Enfin c'est pas un danger, mais on peut pas faire du compost, surtout que c'est limité par le fait qu'on puisse pas le donner. Enfin, là-dessus, il y a pas. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de danger, quoi, en fait. Mais, oui, mais bon, je pense que si tout à coup tout le monde se mettait à composter, je pense que la loi évoluerait aussi. Et puis, je veux dire, on a quand même énormément de surface agricole en France qui permettrait d'absorber quand même une grande partie du compost que produit. Après, je ne sais pas. C'est vrai que peut-être qu'il y a un moment, si tout le monde se mettait à composter, peut-être qu'on en aurait trop. En tout cas, pour le moment, on en est très très loin, et voilà, hein, parce que c'est 80% d'eau, donc il y a quand même une grande partie de la matière qui de toute façon va quand même s'évaporer. On en récupère quand même assez peu. Maintenant, c'est vrai, si tout le monde se met à composter, peut-être qu'un jour on pourrait être débordé par le compost. C'est le fantasme ultime du circuit, enfin l'économie circulaire, qui fait que les citadins renvoient aux campagnes. Finalement, l'engrais naturel. Oui, tout à fait. Là, donc là, il faudrait modifier la loi. Alors, parce que, il faudrait modifier la loi, puis peut-être que dans ce cas-là, ça nécessiterait, parce que aussi peut-être des transports. Alors l'idée, c'est quand même justement d'éviter d'avoir à déplacer des matières, quoi. Donc, mais si on était obligé tout à coup de faire des transferts par exemple, vers les champs, ça nécessiterait de nouveau qu'on ait des camions peut-être pour transformer. À cheval, parce qu'enfin on essaie, il y a de petites marges d'étudiants. Il y avait un concours cette année, mais qui a été malheureusement annulé parce qu'il n'y avait pas assez de candidats. J'avais 2 étudiants qui étaient très déçus, mais qui vont quand même faire le travail sur le développement des réseaux le mot m'échappe, des chevaux, donc on parle de circulation douce, donc circuit équestre, quoi, hein. Donc pour aussi le transport, comme on l'a encore en Afrique, un cheval, une charrette avec 2 roues, etc. Enfin, je veux dire, on pourrait très bien imaginer. Oui, tout à fait. Mais la question, alors, ce serait donc l'analyse du compost quand même, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui font n'importe quoi. Est-ce que c'est cher parce que c'est aux mains de, je vais être caricatural, souvent aux mains de bureaucrates qui multiplient les labels et je ne sais quel. Ou est-ce que c'est parce que c'est vraiment un processus complexe? On ne pourrait pas imaginer aussi qu'une association mette au point un test assez simple, tac, et puis qui permettrait de libérer le. Mais l'association, elle existe. Hein, il y a comment s'appelle-t-il le SAMU de l'environnement.
Voilà. Et ils ont une cellule sol qui peut faire des analyses, mais bon, c'est vrai que techniquement, c'est quand même parce que si on veut vraiment analyser cette matière, voilà, pour rechercher les pesticides, traces de métaux lourds, etc., ça nécessite des analyses assez fines qui coûtent quand même, quoi. Alors sans doute que, voilà. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut faire des analyses régulières. Parce que, il existe des robots en pharmacie depuis environ 20 ans, il existe des machines qui analysent genre 200 produits. Enfin, je veux dire, c'est pas. Puis on a tous vu les experts, hein, on sait très bien qu'aujourd'hui on peut. Non, mais, en fait, pour peut-être libérer la circulation du compost, parce que pour aller au-delà du côté un peu, peut-être pas greenwashing, mais genre on fait, comme dit les politiques, ils ont 15%. Ah ouais, c'est ça, ouais. Pour que ça devienne vraiment un vrai phénomène, il faudrait peut-être simplement agir sur cette question de libérer le circuit et donc de démocratiser l'analyse. Parce que c'est vrai que l'analyse, elle est nécessaire, tu es d'accord ou... Oui, elle est nécessaire, mais après, je veux dire, la plupart des analyses qui ont été faites voilà, de compost domestique montrent que c'est un produit voilà, qui répond largement à la norme et qui est de meilleure qualité agronomique que le compost. Voilà. Mais voilà, donc je pense qu'il faut faire des analyses de temps en temps. Après, de toute façon, l'aspect réglementaire, je l'ai évoqué parce que voilà, il faut l'évoquer, mais voilà, personne ne le respecte. De toute façon, la plupart des gens méconnaissent. Donc, nous, on le dit comme ça, mais en même temps qu'on le dit, on dit, mais il faut contourner la loi. Enfin, voilà, n'hésitez pas à le donner, votre compost. Enfin, si vous avez le jardinier du coin qui est intéressé et vous en avez trop, ben, évidemment, vous allez lui donner, quoi. Il suffit de lui dire, enfin, de dire, moi je mets mon tas là, et puis après, si tu veux, tu viens le chercher, quoi. Enfin, voilà, c'est tout, quoi. Et puis il peut venir nous le voler, quoi. Et on est d'accord pour qu'il nous le vole, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Là, on vient de parler de particuliers ou de communautés de personnes. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe à ultra grande échelle, quoi, au niveau du compost, où ça se fait. Enfin, est-ce que ça se fait à ultra grande échelle aujourd'hui? Oui, ça se fait à très grande échelle. Ben, vous allez au Rorschelane, là, il y a des plateformes de compostage, quoi. Les grosses plateformes de compostage où on composte tous les déchets qui viennent que les gens ramènent en déchetterie, quoi. Tous les déchets verts. Et donc c'est d'ailleurs très utile. C'est très bien, mais c'est accessible. Enfin, vous pouvez acheter d'ailleurs du compost pas cher du tout là-bas, quoi. Donc au Rorschelane, là à côté, tout près de l'usine d'incinération, il y a des grosses plateformes de compostage. Qu'on peut visiter d'ailleurs très, très facilement. Il y a d'ailleurs des visites intéressantes à faire, à la fois la plateforme de compostage, mais également l'usine d'incinération, le tri des déchets, etc. Ça vaut le coup d'être visité, quoi. Question par personne obligatoire. Non, en tout cas, bon, je suis à votre disposition maintenant, bien sûr, mais plus tard également. On a un petit site, la maison de compost, que voilà, on l'actualise pas beaucoup, mais en tout cas, il y a nos coordonnées. On a une adresse mail, donc s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous envoyer un mail, et puis voilà. Mais en tout cas, moi, je vous encourage par la suite à développer ce type de pratique, à le faire peut-être vous-même. Voilà. Bon, il n'y a plus de questions? Bon, merci beaucoup. Merci à vous.